Sur Instagram, des Amanda Taylor, il y en a plusieurs. Il y a par exemple cette jeune modèle, chez qui tout semble être 100% naturel, mais en 2015, il y avait aussi une autre, Amanda Taylor, qui, elle, postait un tout autre type de contenu, que je vous montrerai dans la vidéo. Mais au risque de vous spoiler un petit peu, ça lui a valu le sobriquet de la tueuse au selfie, The Selfie Killer. Je vous laisse imaginer pourquoi. Et dans l'épisode de HVI de cette semaine, c'est son histoire que je vais vous raconter, l'histoire d'une meurtrière très connectée, qui a décidé de devenir célèbre à sa façon. Générique. Le 28 mars 2015, Maria Roebuck se saisit de son téléphone, assez inquiète, pour appeler la police. En effet, elle a l'impression que celle qui est son amie depuis qu'elles ont 12 ans, Amanda Barbara Nicole Taylor, perd pied ces derniers temps et elle craint qu'elle ne puisse se faire du mal. Il faut dire qu'elle n'a pas eu la vie facile récemment, Amanda, parce qu'elle a perdu son mari, Rex Taylor, en août 2014. Suite à une dépression, l'homme s'est pendu. Il est très probable que Rex, qui était en proie à une forte addiction aux opioïdes depuis longtemps, n'ait vu son état psychologique s'aggraver au point de passer à l'acte, en grande partie à cause des drogues. Sa dépendance avait d'ailleurs conduit le couple à se séparer peu avant ce tragique événement, en avril 2014, ce qui avait obligé Rex à retourner vivre chez son père, Charles Taylor. Rex et Amanda étaient en couple depuis leur dernière année de collège et ils ont eu 2 enfants ensemble. Il n'est donc pas très surprenant qu'elle peine à se remettre de son décès, même s'ils étaient séparés quand c'est arrivé. C'est vrai que c'est quand même assez rare de devenir veuve à seulement 24 ans. Le 27 mars 2015, tard dans la soirée, jour de leur anniversaire commun, Amanda s'est rendue sur la tombe de Rex et a tenté de mettre fin à ses jours, ce qui a, bien évidemment, fait très peur à ses proches. Et c'est la raison pour laquelle Maria décide de téléphoner à la police dès le lendemain pour leur demander de conduire son amie à l'hôpital. Après la prise en charge de cette dernière à la clinique psychiatrique Carilion, située à Christiansburg, une discussion s'engage entre les équipes soignantes et la jeune femme. Il lui dit que si elle accepte d'elle-même son admission, elle pourra demander à sortir après un séjour de 3 jours. S'ensuivra une période d'évaluation de la même durée, destinée à déterminer si, oui ou non, Amanda présente un danger pour elle-même ou pour les autres. Après tout ça, si l'équipe médicale juge que ce n'est pas le cas, elle pourra sortir sans problème. Ce plan convainc Amanda qui donne son accord pour être admise et, vu la récente dégradation de son état, tous ses proches pensent qu'elle ne sera pas autorisée à quitter l'hôpital avant au moins un bon mois. Sauf que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, parce que seulement 3 jours après son arrivée, la jeune femme demande à sortir. Elle y est autorisée sans même avoir passé l'évaluation normalement requise. Le 1er avril 2015, Amanda Taylor téléphone donc à Maria et son mari, Johnny, pour qu'ils viennent la récupérer à la clinique, mais ces derniers ne sont pas disponibles. Heureusement, elle a un plan B, en la personne de Sean Edward Ball, qui vit dans le sous-sol aménagé de la famille Roebuck. Sean, qui est âgé de 32 ans, habite chez eux contre une aide à l'entretien de la maison et une modeste contribution au paiement du loyer, et de ce fait, il connaît aussi Amanda parce qu'elle vient très souvent rendre visite à Maria. Et si Sean n'est pas son petit ami, il semble avoir de très forts sentiments pour elle, et sa nature un petit peu influençable fait qu'il ne lui refuse que très rarement quelque chose quand elle le lui demande. Et c'est ainsi que, quand il apprend qu'Amanda a besoin que quelqu'un vienne la chercher, il quitte le poste qu'il occupe dans un restaurant en plein milieu du service pour voler à son secours. Et bah alors, Sean, on est dans la friendzone et on s'en rend même pas compte? Toujours est-il que les deux tentent ensuite de retourner chez Maria et Johnny Roebuck, mais ces derniers sont assez peu emballés par l'idée. Amanda et Sean décident donc de se prendre une chambre dans un motel du coin. Durant les quelques jours suivants, Amanda donne peu de nouvelles à son amie et ce silence l'inquiète à nouveau, ce qui la conduit à contacter encore une fois la police pour s'assurer qu'elle va bien. Nous sommes le 4 avril 2015. Les forces de l'ordre se rendent au domicile de Maranda Light, la mère d'Amanda, qui s'occupe très souvent des enfants de sa fille, surtout depuis le décès de son mari. Ils y trouvent la concernée qui leur assure que tout va bien et après le départ des officiers, la famille décide de faire une sortie au Walmart du coin pour acheter des provisions en vue des fêtes de Pâques qui approchent. Maranda remarque bien qu'Amanda est un petit peu à côté de la plaque, mais
sa fille lui fournit une explication logique. C'est à cause des médicaments qu'on lui a donnés à la clinique Carillon. Elle lui dit, je cite, « Tiens, jette-les, ils me font me sentir bizarre. » Après leur petite virée shopping, Amanda quitte la maison de sa mère, accompagnée de son ami, Sean, et même si Miranda l'ignore, à ce moment-là, un drame est sur le point de se produire. Ce qui est arrivé à Rex Taylor en 2014 semble finalement n'être que le début d'une série noire pour cette famille parce que le 4 avril 2015, dans la journée, le corps de Charles Taylor, le père de Rex, est découvert par un voisin sauvagement mutilé dans sa maison située près d'Ironto en Virginie. Le canapé sur lequel il est retrouvé est imbibé de son sang et les murs tout autour du canapé sont couverts d'éclaboussures de sang, ce qui témoigne de la brutalité extrême avec laquelle l'homme a été tué. L'autopsie révèle que Charles Taylor a été poignardé à pas moins de 31 reprises et qu'il présente également un traumatisme crânien. Son portefeuille a par ailleurs été vidé, mais rien d'autre n'a été dérobé chez lui, ce qui rend peu crédible la piste d'un vol qui aurait mal tourné. L'homme de 59 ans a été agressé avec une telle violence que, selon les enquêteurs, ça ne peut être que le fruit d'un très fort ressentiment. En d'autres termes, une vengeance. Et le fait qu'aucune trace d'effraction n'ait été relevée sur le lieu du crime accrédite la théorie selon laquelle la victime connaissait probablement son agresseur. Néanmoins, les premières investigations s'avèrent compliquées pour les forces de l'ordre parce qu'aucun membre de son entourage ne semble avoir de mobile qui aurait pu justifier un tel acte. Ils vont néanmoins recevoir un coup de pouce inattendu de la part d'une blogueuse spécialisée dans le true crime, une blogueuse dont l'identité n'a jamais été révélée. Cette dernière leur envoie carrément un selfie du meurtrier avec l'arme du crime à la main, capturé sur le lieu où a été commis le meurtre, le corps de Charles Taylor gisant en arrière-plan. Difficile de faire plus accablant comme preuve. Ah non mais attendez, j'ai dit meurtrier ? Ah non mince non, c'est meurtrière que je voulais dire. Parce que vous l'aurez compris, sur ce selfie, c'est Amanda Taylor qui apparaît. La blogueuse mentionne que c'est Amanda elle-même qui lui a envoyé la photo en lui demandant de la publier sur son blog. Et ce que les autorités découvrent ensuite est encore plus ahurissant parce que ce même selfie a carrément été posté sur les réseaux sociaux d'Amanda où elle se cache derrière le pseudonyme Brunette Bomber. Ouais, alors, nous dans le True Crime, on se fait démonétiser les vidéos pour un oui ou pour un non, des fois juste pour un mot, mais quelqu'un qui poste la photo d'un meurtre qu'elle vient de commettre sur Instagram, pas de problème. Tout va bien. Maintenant qu'ils savent qui est le coupable, les enquêteurs doivent lui mettre la main dessus, ce qui, vous allez le voir, ne va pas s'avérer très difficile parce que la dite tueuse, bien qu'en cavale, ne semble pas avoir pour objectif de se faire discrète. Les forces de l'ordre lancent immédiatement un mandat d'arrêt à son encontre, mais plusieurs heures s'étant déjà écoulées depuis le meurtre, la jeune femme a eu le temps de prendre ses distances avec le lieu du crime. Le lendemain des faits, dans la matinée, Amanda publie un message sur Facebook. « J'ai fièrement fait ça pour Rex. J'aime mes enfants, mais Charles a tué mon mari. » Il semblerait qu'elle soit convaincue que le père de Rex a entraîné son fils dans la dépendance aux opioïdes en lui fournissant régulièrement des pilules depuis ses 15 ans, ce qui a, par la suite, provoqué indirectement sa mort, selon Amanda. Un peu plus tard dans la journée, Amanda, qui est désormais une fugitive, publie une nouvelle photo où l'on peut voir un revolver argenté posé sur ses genoux alors qu'elle est assise dans une voiture. Le message qui accompagne ce cliché n'est pas anodin parce qu'elle affirme qu'elle va aller retrouver son mari en enfer, ce qui laisse penser aux enquêteurs qu'elle va tenter de mettre fin à ses jours. C'est en effet assez clair comme intention et il est absolument nécessaire pour les autorités de retrouver Amanda avant qu'elle ne passe à l'acte. Il leur faut stopper sa cavale au plus vite. Sa cavale, et pas seulement. Parce que selon l'enquête qui suit son cours, Amanda Taylor n'a pas été la seule à prendre la fuite. Et elle a un complice, Sean Ball. Ce dernier souhaitait visiblement gagner les faveurs de la jeune femme au point de l'aider à commettre un meurtre. Après avoir pris la vie de Charles Taylor, Amanda et Sean ont apparemment emprunté une route appelée la Blue Ridge Parkway en direction du sud, depuis la Virginie jusqu'à la Caroline du Nord où, selon toute vraisemblance, ils se trouvent actuellement. Le truc, c'est que si la jeune femme semble avoir pris goût au meurtre et parle déjà de faire une nouvelle victime, son complice, lui, n'est pas vraiment du même avis. Sean pense que la meilleure chose à faire,
c'est de poursuivre leur route et surtout de faire profil bas pour tenter d'échapper à la police qui le recherche activement. Mais ce plan ne plaît pas du tout à Amanda. À l'occasion d'une pause sur une aire de repos, 2 jeunes filles entrent dans son collimateur et elle a bien l'intention d'ajouter leur nom à sa liste macabre. Elles semblent avoir de l'argent sur elles, elles sont seules et semblent être en voyage. En gros, à ses yeux, ce sont des victimes idéales. Amanda les attire près du véhicule de Sean pour essayer de lui forcer la main, mais il refuse catégoriquement de leur donner la mort et ça la met très, mais alors très en colère. Et la façon qu'elle a de le manifester, vous allez le voir, ça n'est vraiment pas celle de monsieur et madame tout le monde. Elle commence par lui annoncer qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'elle s'est simplement servie de lui pour sa voiture et ses armes et lui souhaite de mourir. Joignant le geste à la parole, elle lui tire une balle en pleine tête. Après quoi, elle prend bien évidemment le temps de faire un selfie où apparaît le visage mutilé de Sean et fait un post sur Instagram sur lequel elle écrit qu'elle vient de le tuer. Le selfie, c'est devenu un petit peu sa marque de fabrique, son modus operandi. Après s'être exécutée, elle reprend son chemin, seule. Mais heureusement pour lui, Sean est rapidement découvert et il est conduit de toute urgence dans un hôpital du coin. Son état est critique, mais stable, et a priori, il devrait pouvoir s'en sortir. Amanda, elle, est repérée par les forces de l'ordre près d'Asheville, en Caroline du Nord, peu de temps après. Une course-poursuite démarre, et c'est le déploiement d'une herse sur la route qui permet à la police de mettre enfin un point final à sa cavale. D'ailleurs, pour la petite anecdote, s'ils ont pu la retrouver aussi rapidement, c'est en grande partie grâce aux informations données par la blogueuse True Crime, qui était régulièrement contactée par Amanda pendant sa fuite. La meurtrière l'appelait pour avoir des conseils sur la meilleure marche à suivre après ses crimes, tout en lui donnant des indications sur sa position que la blogueuse transmettait immédiatement aux autorités. Les 2 jeunes femmes sont d'ailleurs au téléphone lorsque la fugitive est appréhendée le 5 avril 2015, soit le lendemain du meurtre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la finesse n'a pas été la pierre angulaire de la cavale d'Amanda, et la suite, à savoir son interrogatoire, va être marquée par la même constatation. L'attitude d'Amanda Taylor face à ce dont on l'accuse est d'une désinvolture choquante. Sur sa photo d'identité judiciaire, ou mugshot, comme on dit aux États-Unis, elle affiche un air suffisant et, une fois n'est pas coutume, elle semble fière de ce qu'elle a fait. Le capitaine Robert New révèle qu'elle est comme excitée de le voir arriver en salle d'interrogatoire alors qu'elle joue tranquillement avec ses cheveux tout en sirotant un soda. Amanda renonce à son droit de garder le silence et offre des aveux complets à la police. Elle avoue tout, dans les moindres détails. Ouais, c'est bien elle qui a tué Charles Taylor, aidée par Sean Ball, et ils ont même calculé leur coup à la minute près, parce qu'ils ont pénétré chez la victime à 15h27 précise, soit 3h27 p.m. aux États-Unis, des chiffres qui renvoient au 27 mars, la date d'anniversaire que partageaient Rex et Amanda. Et puis, elle s'est également débarrassée de Sean juste après. Sauf que, elle ne le sait pas encore, mais ce dernier a survécu à sa tentative de meurtre. La balle a traversé sa mâchoire et entraîné son évanouissement à cause de la douleur, mais il n'en est pas mort. Au même moment, en effet, Sean se remet de ses blessures à l'hôpital, sous bonne garde, et fait lui aussi face à des charges fédérales. À ces révélations, Amanda répond quelque chose d'aussi étonnant que glaçant. Elle veut être condamnée à mort. Elle affirme que si on lui donne le choix, c'est ce qu'elle préférerait, parce qu'elle a tué des gens et qu'elle mérite de mourir elle aussi. Elle poursuit en disant que, pour ses enfants, le mieux ce serait de toute façon qu'elle se voie imposer la peine capitale et qu'elle parte. Le capitaine Robert New pense qu'elle a fait ces déclarations pour attirer l'attention, une fois de plus, et il a raison, parce qu'elle revient sur ses aveux, malgré l'amas de preuves récoltées contre elle, et elle décide de plaider non coupable. Amanda Taylor va être jugée, et ce retournement de veste fait le tour des médias, on parle d'elle, et au final, c'est exactement ce qu'elle veut. Le 12 novembre 2015, le procès d'Amanda Taylor s'ouvre à la cour du comté de Montgomery. Elle était accusée du meurtre sans préméditation de Charles Taylor, mais la tentative de meurtre dont Sean Ball a lui aussi fait l'objet de sa part lui valent finalement une inculpation pour meurtre avec préméditation. L'existence des selfies, qui avaient été jusque-là gardées secrètes, est révélée au grand public, ce qui fait gagner à la jeune femme le surnom de tueuse aux selfies. Par ailleurs, des révélations sont faites concernant le couple que formaient Rex Taylor et sa femme,
Et il faut bien avouer qu'avec ces nouveaux éléments, le passage à l'acte d'Amanda est un petit peu moins surprenant. Ils étaient tous les deux très intéressés par tout ce qui tournait autour des meurtres, de la mort et plus généralement de la violence. Ils vouaient d'ailleurs un véritable culte aux tueurs en série. Ils se mettaient régulièrement en scène sur des photos morbides et leurs réseaux sociaux étaient remplis de contenu autour de ce thème. Pour couronner le tout, le couple correspondait souvent, par lettres, avec plusieurs meurtriers incarcérés, dont Paul Runge, accusé d'avoir violé et tué 6 femmes et une enfant dans les années 90. Rex a d'ailleurs fini par lui emprunter son nom et s'est renommé Rex Runge en ligne. Mais ça n'est pas tout, parce qu'après avoir appris la mort de Rex, Paul Runge a envoyé 1000 $ à sa veuve, ce qui prouve bien qu'ils étaient quand même assez proches. Amanda se rêvait en tueuse en série et a plusieurs fois exprimé son envie de transformer ses fantasmes en réalité, comme en a témoigné Maria Roebuck, son amie. Elle a même avoué aux enquêteurs avoir tenté d'entrer en contact avec Daesh parce qu'elle était, je cite, obsédée par ce groupe terroriste, mais ces derniers ne lui ont, heureusement, jamais répondu. De plus, des archives judiciaires consultables en ligne révèlent qu'Amanda Taylor et Sean Ball étaient déjà connus des services de police dans le comté de Montgomery. En 2012, Amanda a été accusée de possession de précurseurs, d'ingrédients si vous préférez, généralement utilisés pour fabriquer illégalement de la méthamphétamine, et elle a été condamnée à 5 ans de probation surveillée. Elle était donc toujours en probation au moment des faits. Sean a quant à lui été inculpé de 24 chefs de cambriolage en 2010 et il a été condamné à 3 ans de prison. Il faut croire qu'ils se sont bien trouvés. D'ailleurs, la sauvagerie de l'agression subie par Charles Taylor choque profondément la salle d'audience, de même que l'absence totale de remords entièrement assumée par Amanda. Chris Hertz, un journaliste de WDBJ qui l'a interviewé pendant l'incarcération qui a précédé son procès, se présente au procès justement en tant que témoin. Il révèle que la jeune femme a comparé le meurtre de son ex-beau-père à une première fois sur les montagnes russes. En gros, et pour reprendre ses mots, elle avait trouvé ça vraiment très excitant. Comble de l'irrespect, Amanda se permet même de rire au moment où le procureur évoque les 31 coups de couteau reçus par la victime. Et alors que la sentence minimum qu'elle encourt est de 20 ans d'emprisonnement, le procureur demande au jury de la condamner à la peine la plus sévère possible, ce qu'ils font, après des délibérations qui prendront à peine 75 minutes. Amanda Taylor est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, et le juge Mark Long va jusqu'à la qualifier de mal incarnée. Sean Ball est lui jugé quelques mois plus tard, en mars 2016, et il est également accusé du meurtre avec préméditation de Charles Taylor. Contrairement à Amanda, il accepte un accord et plaide coupable des charges qui pèsent contre lui, en échange d'une peine qui reste lourde, mais qui est quand même plus clémente. Il est condamné à 60 ans de prison avec 41 ans et 1 mois de peine de sûreté. La tueuse au selfie tente bien de faire appel de sa condamnation pour meurtre la même année, mais la cour d'appel confirme le verdict du premier procès. Sean Ball a depuis exprimé des regrets quant à son geste, mais ça n'a jamais été le cas d'Amanda Taylor. Depuis sa prison, elle a déclaré « Je n'ai absolument aucun remords pour ce que j'ai fait à Charlie Taylor. J'ai fait exactement ce que je voulais faire. » Et normalement, avant qu'on se quitte, ce que vous voulez faire, maintenant là, c'est de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner avant de partir. D'avance, merci. La mère de Rex, Melissa Taylor, a elle affirmé que son fils adorait son père et qu'il n'aurait jamais voulu qu'une telle chose se produise. Alors, qu'il y ait des signes avant-coureurs ou pas, cette triste affaire nous rappelle une fois encore que l'homme est un loup pour l'homme et qu'il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères, parfois même de ses congénères très proches, plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Salut!